L'Europe riposte aux États-Unis en choisissant de ne pas frapper du tout. En fait, de plus, l'Europe limite la capacité des États-Unis à frapper l'Iran. Ce qui n'était que vos chamailleries transatlantiques il y a quelques semaines est devenu bien plus important. Je suppose que cela fait environ 2 mois depuis la dernière crise Trump-Europe, alors c'est reparti. Cette fois, le problème est moins vert et davantage rouge, blanc et vert. Les États-Unis sollicitent l'aide de l'Europe pour leur opération spéciale contre les mollahs. L'Europe a d'abord refusé de s'impliquer dans le conflit, puis a refusé d'apporter un soutien concret pour rouvrir le détroit d'Ormuz, et maintenant elle refuse aux États-Unis l'accès à son espace aérien et à ses bases. On pourrait peut-être parler moins d'une rivalité acharnée que d'une histoire de rhétorique enflammée. Quoi qu'il en soit, le débat médiatique sur la situation passe à côté des incitations stratégiques plus larges auxquelles les deux côtés de l'Atlantique sont confrontés. Aujourd'hui, je voudrais donc aborder 3 points principaux. D'abord, nous traiterons le problème du risque d'entraînement que les premières initiatives européennes voulaient résoudre. À savoir, l'Europe veut décourager les mauvais comportements à long terme des États-Unis, même si cela implique des difficultés à court terme pour le continent. Ensuite, nous passerons à la situation actuelle, nous expliquerons pourquoi la question des bases est une toute autre histoire, et nous replacerons cela dans le contexte du fonctionnement de l'OTAN, à la fois formellement et informellement. Enfin, je souhaite examiner l'idée selon laquelle aider les États-Unis à rouvrir le détroit ne ferait que prolonger le problème. Et réjouissez-vous, car cela signifie que nous allons discuter des causes profondes de la guerre. Abordons d'abord la question du risque d'entraînement. Je serai bref car cela reprend des thèmes déjà évoqués. En bref, il y a risque d'entraînement lorsqu'un État déclenche une guerre, ce qui pousse alors son allié à rejoindre le conflit, même si cet allié aurait préféré qu'il n'y ait pas de guerre du tout. En gros, l'initiateur classe ses préférences ainsi. Faire la guerre ensemble est le meilleur résultat, ensuite faire la guerre seul, et l'absence de guerre est le pire résultat. Ou, de façon plus perverse, la guerre ensemble, pas de guerre, puis la guerre seule. Pendant ce temps, l'allié préfère d'abord l'absence de guerre, puis la guerre ensemble, et enfin une guerre menée uniquement par l'initiateur, peut-être parce que l'allié ne veut pas voir l'initiateur subir des dommages à long terme. Eh bien, si l'initiateur a la capacité de décider si une guerre commence ou non, il peut voir que son partenaire viendra à la rescousse lorsque la situation deviendra critique. Cela signifie qu'il peut obtenir le meilleur résultat possible en déclenchant la guerre. Et fidèle à son nom, l'initiateur déclenche une guerre. Le risque d'entraînement fait partie du débat sur la guerre d'Iran depuis le premier jour, car il est impossible qu'Israël ait été l'initiateur dans ce cas, avec les États-Unis jouant le rôle de partenaire. Israël a lancé le conflit pour pousser les États-Unis à y participer. Et en effet, les États-Unis s'y sont joints. Passons à la politique de l'OTAN. Les États-Unis ont pris le rôle d'initiateur, l'Europe étant désormais le partenaire. Bien que l'Europe ne veut pas aider à bombarder l'Iran, les États-Unis ont insisté sur la relation transatlantique pour obtenir de l'aide pour ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est un processus avec lequel vous êtes probablement devenu très familier au cours de l'année écoulée, car il ne cesse de se reproduire. Nous avons simplement changé de terrain. Eh bien, l'Europe a résisté. Une explication était que l'Europe ne voulait pas créer une incitation perverse à long terme. À court terme, il peut être préférable pour l'Europe de rouvrir le détroit. Mais l'Europe ne veut pas se retrouver dans une situation où, dans 6 mois, Donald Trump s'implique dans un nouveau conflit et où l'Europe a de nouveau une incitation à court terme à intervenir. Pas si la réouverture du détroit devait coûter cher militairement et entraîner inévitablement des pertes humaines au combat. L'Europe tape du poing sur la table aujourd'hui, en espérant dissuader Donald Trump de se lancer dans une nouvelle aventure. Comme prévu, cette position a agacé Donald Trump, entraînant ses habituelles citations sur les réseaux sociaux et dans la presse sur la prétendue faiblesse de l'Europe. Cependant, cela fait plus ou moins partie de la routine. 1 mois après le début de la guerre, la situation a brusquement franchi un cap. La dernière évolution de ces derniers jours a déplacé l'attention d'un effort européen actif vers un effort européen passif. L'Italie a refusé aux États-Unis l'autorisation d'atterrir sur l'une de ses bases pour des vols qui étaient déjà en route et qui étaient finalement destinés au Golfe.
Nous devons faire attention à ne pas qualifier cela d'interdiction italienne, car il semble que les États-Unis aient été négligents et n'aient point cela pas demandé d'autorisation préalable, comme le prévoit leur accord. Cependant, l'Espagne et la France ont des politiques explicites à ce sujet, interdisant aux avions militaires américains impliqués dans l'opération d'utiliser leur espace aérien ou leur base. Cela a provoqué Donald Trump et mené à la querelle transatlantique actuelle. Ce qui rend cette situation différente, c'est que l'autorisation d'utiliser l'espace aérien et les bases n'impose pas de coûts tangibles à l'Espagne et à la France. Il ne s'agit plus de refuser d'assumer les risques que les États-Unis essaient d'imposer à l'Europe. Il s'agit maintenant de tenter de modifier précisément la mission américaine en Iran. Soyons clairs sur ce que disent ou ne disent donc pas les accords précédents à ce sujet avant de passer à une vision stratégique plus large ici. Les bases américaines dans ces pays font partie de la mission plus large de l'OTAN, visant à maintenir l'intégration des États-Unis dans les affaires de sécurité européennes et servent de force de déclenchement. Cependant, le traité de l'Atlantique Nord n'oblige les Alliés à s'entraider qu'en cas d'attaque dans la zone de l'Atlantique Nord. Il est défensif pour éviter les risques d'être entraîné dans un conflit évoqué plus haut. Il est limité dans sa portée géographique, également pour soutenir cette mission défensive et éviter de promouvoir directement des politiques étrangères aventureuses. Eh bien, il n'y a eu aucune attaque dans la zone de l'Atlantique Nord, et donc il n'y a pas d'obligation de soutien par le traité. Comme toujours, les alliés de l'OTAN sont libres d'apporter leur aide de manière bilatérale sur les questions qu'ils jugent appropriées. C'est ainsi qu'une coalition de volontaires s'est retrouvée en Irak. Mais cela relève de leur choix. Bien que l'administration Trump ait été frustrée par le manque d'aide volontaire de l'Europe, ce qui a fait monter la tension d'un cran, c'est le refus de fournir également une assistance passive. Des modérés comme Marco Rubio ont évoqué des droits de stationnement comme élément d'un grand compromis. Les États-Unis investissent dans ces bases pour développer des forces de déclenchement. Mais une partie de la compensation pour cela consiste à utiliser ces bases pour projeter la puissance à travers toute la région et le reste du monde. Ainsi, cette relation est, je cite, « difficile à maintenir et à dire que cela est bénéfique pour les États-Unis ». Donc tout cela va devoir être réexaminé. Une autre chose à noter ici, c'est que les démocrates du Congrès, qui se sont emparés de pratiquement chaque étape de la guerre contre l'Iran jusqu'à présent, avec beaucoup de succès pour leur chance politique, puis-je ajouter, sont restés relativement discrets à propos de ce différend en cours. Le raisonnement de l'Europe combine les chocs des prix et les inquiétudes sur l'Ukraine. Les prix élevés de l'essence sont mauvais, inutile d'en débattre. Eh bien, oubliez ça. Les prix élevés de l'essence sont bons si vous exportez beaucoup de brut, comme le fait la Russie. Profitez de votre piscine de roubles tout en finançant la prochaine phase de la guerre. L'Iran, principalement par l'intermédiaire de ses relais, a été une nuisance directe pour l'Europe depuis des décennies. Mais l'Ukraine est la principale préoccupation des responsables européens en ce moment. L'Ukraine bombarde tous les terminaux d'exportation russes jusqu'à leur destruction, mais il vaudrait mieux que les prix du brut soient à plus bas pour le pétrole, qui parvient malgré tout à sortir. Dans cette optique, plus vite le détroit d'Ormuz rouvrira, mieux ce sera. Et donc l'Europe exerce maintenant une pression coercitive pour pousser les États-Unis à mettre fin à la guerre. Maintenant, si nous affichons le grand tableau, il n'est pas difficile de voir que la situation en Ukraine serait meilleure si le gouvernement iranien n'était plus au pouvoir. Après tout, c'est une nuisance indirecte sur la question principale. S'il n'y a plus de guide suprême, il n'y a plus de collaboration avec la Russie, et au final il n'y a plus de préjudice indirect pour l'Ukraine. Dans cette optique, pour que la pression sur les États-Unis améliore la situation, il faut vraiment compter sur le fait que cela aboutisse à un accord rapide pour mettre fin au conflit. Si ce n'est pas le cas, tout ce que vous faites, c'est augmenter les chances de survie du gouvernement iranien. Malheureusement, cela nous amène à notre tableau préféré des failles logiques. Première phase, l'Europe coupe son aide. La phase 3, c'est qu'un accord est trouvé. Chaque fois que je présente une version similaire de cette diapositive, le but n'est pas de dire que la phase 1 ne peut pas impliquer la phase 3. Souvent c'est possible, sous certaines conditions. Le problème, c'est que si vous ne précisez pas ces conditions et que vous développez ensuite la logique de l'argument correspondant, vous n'avez pas vraiment de stratégie. Vous avez des espoirs et des prières qui n'ont pas cours dans le royaume de la logique.
Après tout, si nous nous concentrons sur la troisième phase, l'accord sur un règlement particulier, nous savons tous maintenant que ce qui détermine la guerre ou la paix, c'est la présence d'une friction dans la négociation. En effet, l'effet de premier ordre du fait d'offrir une assistance, ou plus précisément, de refuser un soutien logistique, est de rendre moins probable la victoire des États-Unis. Cela en soi ne nous rapproche pas de la fin de la guerre. Tout ce que cela fera, c'est réduire les exigences que les États-Unis posent sur la table et augmenter exactement du même montant les exigences que l'Iran pose sur la table. Il n'y a aucun progrès. Maintenant, hypothétiquement, si un accord venait à aboutir, ce n'est pas forcément mauvais pour l'Europe que l'Iran ait conclu un accord avec un pouvoir de négociation renforcé. La guerre est coûteuse aussi pour l'Europe, donc elle pourrait préférer conclure un accord pour éviter ses coûts. La situation de l'Ukraine pourrait s'améliorer malgré le lien entre la Russie et l'Iran. Mais nous devons encore préciser comment exactement le fait de rendre l'Iran plus puissant aboutit à un règlement qui n'était pas envisageable auparavant. Je vois comment le lien logique pourrait fonctionner. Par exemple, si l'Iran était incertain quant à ses perspectives de guerre si l'Europe intervenait dans le conflit, mais disposait d'informations précises si la guerre restait régionale, alors félicitations. Vous avez éliminé le problème d'information. Avec les obstacles à la négociation levés, un accord sera bientôt trouvé. Mais je vois aussi comment cela pourrait mal tourner. Supposons que les États-Unis continuent pourtant de se battre parce qu'ils gardent l'espoir qu'un régime affaibli tombera face aux manifestants après la fin du conflit. Et notez que le message que le CENTCOM envoie toujours au peuple iranien est d'attendre, donc cela reste plausible. Les États-Unis continueront les bombardements jusqu'à ce que le renseignement juge les forces de sécurité iraniennes assez affaiblies pour qu'une révolution réussisse. Les refus européens d'accorder l'accès à des bases ne font que prolonger ce processus. L'essentiel, c'est que je ne suis pas là pour dire que l'Europe se trompe. En revanche, je suis ici pour dire que la stratégie est mal définie et il est difficile pour nous tous de savoir si elle fonctionnera. Bon sang, souvenez-vous que seuls 2 pays refusent l'accès à leur base, tandis que d'autres sont prêts à aider sans aller jusqu'à une assistance militaire. Il n'est donc pas certain que l'Europe ait une stratégie claire. Mais si vous voulez que le détroit rouvre rapidement, alors vous aussi devriez demander des éclaircissements sur la façon dont ils pensent exactement que la stratégie fonctionnera. Donc pour résumer, certains pays européens refusent même d'apporter un soutien passif aux efforts des États-Unis en Iran. L'objectif ici est de forcer les États-Unis à mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Mais ce qui détermine la fin des guerres, c'est la résolution des frictions de négociation qui les ont provoquées, et il n'est pas clair comment ces pays relient leur stratégie à ce résultat. Actuellement, nous semblons pris dans une boucle temporelle. L'Europe et Trump ont un désaccord. Trump réagit violemment, ce qui provoque des tensions transatlantiques pour tout le monde. PS. Préparez-vous à des menaces selon lesquelles les États-Unis retireront leur soutien à la Pearl Initiative pour l'Ukraine, qui permet aux acheteurs européens d'accéder aux armes américaines dont l'Ukraine a besoin. L'Europe revient à la table des négociations avec une sorte de concession. Un sommet britannique rassemble 35 parties pour traiter les questions d'Ormuz. Pour ma part, j'ai hâte d'entendre des fuites sur les débats intra-européens issus de cette réunion, car je soupçonne que certains ne pensent pas que c'était le bon moment pour l'Espagne et la France de jouer la carte des bases. Puis, nous oublions ces sujets pendant quelques mois. Je pense vous voir en juin. À qui je fais croire ça, je reviens demain. Désolé de ne pas avoir fait la séance de questions-réponses pour laquelle j'ai demandé des questions hier. Parfois, de nouvelles choses apparaissent. Je garde les questions pour y répondre plus tard. Pour l'instant, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.